Bonjour Paul. Eh bien, bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Alors, nous revoilà dans notre programme sur les fondamentaux de la PNL. C'est la sixième, hein, je crois. C'est la sixième. Le mois dernier, on a vu énergie et marque d'attention. Aujourd'hui, on va voir tout simplement énergie et système des croyances. Et comme tu le fais toujours si bien, je te laisse la parole pour simplement refaire une petite synthèse de l'émission précédente. Alors effectivement, on a commencé tout au début avec la PNL et les grands fondamentaux, puis il y a eu une série, les deux suivantes sur les objectifs et la manière d'utiliser son cerveau pour avancer, sur le cerveau droit notamment. Puis après, on est descendu dans les états internes. C'était les deux dernières, donc état interne d'une part, et puis ensuite l'impact des états internes en relation avec notre interaction. Ça, c'était l'objet de la dernière émission sur les marques d'attention, la gestion de toutes ces modalités qui nous permettent d'interagir avec le monde. Et on s'est aperçu que il y avait les positifs qui nous tirent vers le haut, qui nous embellissent, qui nous permettent de grandir, puis les négatifs qui nous tirent un petit peu vers le bas. On est rentré dans le fait qu'effectivement, c'est important de découvrir qu'on en a besoin comme de boire, de manger, de dormir, quelles sont des sources positives ou des sources négatives en fonction de ce qu'on va vivre, que ça va impacter sur nos comportements et sur notre être. On parle des marques d'attention conditionnelles qui sont liées à une condition, ce qu'on fait ou ce qu'on a, ou inconditionnelles à notre être. On a vu en fait qu'elles étaient aussi gratuites et inépuisables, que chacun de nous avait ses petites habitudes par rapport à ça, que très d'en avoir des positives, on va au moins en demander des négatives, et qu'enfin, pour évoluer, que ce soit avec soi-même et avec les autres, on a besoin à peu près de 10 fois plus de positifs. Voilà, tout ça pour dire que les marques d'attention, c'est vraiment un levier puissant pour se développer. Et aujourd'hui, on va compléter cette émission par la suivante, Les systèmes de croyances. les systèmes de croyance. C'est-à-dire que la première était sur l'énergie physique et énergétique, comment gérer ses émotions. La deuxième, c'est l'énergie, mais à travers l'interaction avec les autres, les marques d'attention. Et puis là, on va rentrer un peu plus maintenant dans la mécanique interne, c'est-à-dire l'impact de ces états internes sur notre vie, notamment à travers nos comportements et par conséquent aussi sur nos systèmes de croyance. C'est cet élément dont tout le monde parle et on ne sait pas toujours trop quoi mettre là derrière. Donc voilà, c'est l'objet en tout cas de cette émission aujourd'hui. C'est vraiment une chose qui me passionne, moi, les systèmes de croyance. C'est Parce que, super important le système de croyances en plus de ça. Excuse-moi, je te coupe, hein, mais oui, ça nous mène par le bout du nez, ces croyances. exactement. C'est-à-dire que, moi je dis souvent, je fais référence à, c'est un peu comme un thermostat. Euh, c'est-à-dire que ça nous règle en fait. Si on est réglé à un certain niveau pour fonctionner, que ce soit au niveau alimentaire, quoi que ce soit, on peut descendre d'un étage ou on peut monter d'un étage, mais très vite, on va revenir à l'étage dans lequel on était habituellement. Hmm. Si par exemple je suis réglé à un certain niveau sur le plan financier, sur le plan sportif, sur le plan affectif, ou sur le plan de l'habitat, ou sur le plan de ma manière de m'habiller, sur le plan de ma manière de m'exprimer, ou sur le type de livre que je lis, etc., eh bien on va avoir des champs, des niveaux d'habitude, de vie émotionnelle, de fonctionnement. Il y a tout un ensemble, on pourrait dire, de rituels, c'est-à-dire d'habitudes qu'on a installées et qui conditionnent les résultats auxquels on est. Et si on change très vite d'étage, on peut, pendant un temps, par exemple, voyager et du coup des nouveaux environnements, mais très vite, dès qu'on va nous remettre dans le milieu, on va reprendre les habitudes qu'on avait à l'origine. Pourquoi? Parce que, en fait, et c'est une chose qui est très importante, parce qu'elle nous aide énormément, nous vivons d'automatisme. Ouais. C'est ça tout le truc. Et en fait, les croyances, ce sont des choses qui découlent de tout un ensemble d'automatismes, et on va voir justement comment elles se constituent. Alors, pour commencer, j'ai d'abord envie de revenir sur les états internes, parce que c'est un des leviers qui va énormément conditionner les perceptions et les sentiments, puisqu'on parle de perception et de sentiments, qui vont du coup conditionner nos réactions à l'égard de l'environnement. Si par exemple, alors peut-être la première chose, c'est que j'inviterai les personnes qui nous écoutent, pour impacter là-dessus, à retrouver un moment, on pourrait le faire d'ailleurs ensemble, là, retrouver un moment euh, dans lequel vous avez eu une belle expérience, un chouette souvenir. Un chouette souvenir. Alors, ceux qui nous écoutent, vous pouvez faire ça, vous fermez les yeux comme ça, et vous laissez revenir un moment où vous étiez soit avec une personne, soit dans un contexte de nature qui vous a vraiment porté, soit, enfin bref, un moment où vous avez vécu qui a été vraiment important et positif. Et plus vous allez retrouver les éléments de cet environnement, c'est-à-dire revoir certaines images, réentendre peut-être certains bruits ou certains silences, plus vous allez pouvoir accéder facilement à ce ressenti. Et plus vous remontez dans ce ressenti, si vous avez un souvenir qui vous revient, vous pouvez retrouver le contexte de ce souvenir, peut-être l'espace, les formes, les couleurs, peut-être réentendre les bruits ou les silences et un peu retrouver le sentiment positif que vous aviez. Et si vous retrouvez ce sentiment positif, que vous rentrez en contact avec, vous allez voir que plus vous montez dans cet état interne positif, plus vous allez sentir que si vous abordez par exemple une personne que vous aimez à partir d'un état de bien-être, eh bien ça va conditionner la manière dont vous allez interagir avec cette. D'accord? Pourquoi? Parce que votre état physiologique, on en a parlé la dernière fois, eh bien, impacte
sur nos comportements. D'accord? Et c'est pour ça que les états internes sont si importants en PNL, parce qu'on s'est rendu compte que, eh ben, ils impactent complètement sur nos comportements, notre attitude. Alors, à la fois notre attitude à l'égard du monde extérieur, mais aussi à la manière dont on va recevoir le monde extérieur. Si vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus, et qu'il y a quelqu'un qui avance pas devant, etc., parce que c'est en voiture dans un bouchon, hein, vous êtes sous tension, vous n'allez pas du tout vivre la pression de la même façon que si, au contraire, vous êtes décontracté, détendu, etc. Donc ça, c'est très important. On l'avait vu avec le centimètre la dernière fois. Et ben, c'est la même chose avec nos états énergétiques ou nos états. Donc c'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau énergétique et c'est vrai au niveau émotionnel. Et donc du coup, ça va nous changer cette interaction. Et ça, c'est important parce que, en fait, ce changement, il va pas seulement impacter dans l'instant, mais il va impacter dans notre histoire de vie. Si par exemple, moi par exemple, quand j'étais à l'école, en sixième, je me souviens des cours d'anglais. Mais alors j'ai un souvenir qui est particulièrement difficile parce que on m'obligeait à répéter des phrases que j'entendais auditivement en anglais. Et on voyait, je me souviens, il y avait des petits bonhommes, enfin il y avait des petits dessins, puis à côté il y avait des textes. Et on avait des caches, et on voyait pas le texte. Ce qui fait que moi je répétais des phrases, je répétais des mots que je comprenais pas, et je savais même pas où les mots se coupaient. J'avais que l'intonation des syllabes pour essayer de deviner. Donc en fait je comprenais rien. Je comprenais rien. Et je racontais des trucs sans savoir à quoi ça correspondait. Et c'était devenu insupportable, ce truc. Et à chaque fois qu'on démarrait un cours d'anglais, on avait droit à un quart d'heure de ce régime. Et moi, ça me mettait dans des états d'énervement, d'agacement, etc. Et après, ça a été, mais c'était d'un compliqué et j'ai gardé un ancrage que nous on va appeler un ancrage, c'est-à-dire une expérience émotionnelle qui fait que le cours d'anglais, même la porte de la salle, je pouvais plus la voir, quoi. La prof, je pouvais plus la voir, je supportais plus. Et quand je rentrais le soir et qu'il fallait que je révise mes cours, le seul fait de regarder le livre, le cours d'anglais, il était associé en fait à ces états émotionnels négatifs. Et le problème, c'est que ça s'arrête pas là. Et c'est là où la croyance va commencer à se construire, c'est-à-dire que mon expérience émotionnelle va m'amener à tirer des conclusions, donc des évaluations sur ce que je vis. Et par conséquent, sur ce qui est difficile ou pas difficile, ce qui est bien ou pas bien, ce qui est bon ou pas bon, etc. Et évidemment, comme je suis pas bien, j'ai toutes les raisons qui arrivent de dire mais ça sert à rien, je comprends rien, j'y arrive plus. Et je rentrais dans de l'effort en fait. Et il m'a fallu, vous savez, après, j'ai fait de l'anglais, hein, j'ai fait 7 ou 8 ans, ou peut-être même une dizaine d'années d'anglais rien qu'à l'école. Après, comme j'ai eu des projets de formation à l'étranger, je suis allé suivre des formations que j'ai payées très cher, je suis même allé aux États-Unis. Mais c'est incroyable le temps qu'il m'a fallu pour retrouver le plaisir d'apprendre l'anglais. Et alors que bon, aujourd'hui encore, hein, je ne suis pas très bon en anglais, mais j'adorerais vraiment maîtriser cette langue. Mais il m'a fallu un effort de dingue. Voilà. Et je pense que si j'avais été autrement stimulé au départ, ben évidemment, le facteur d'intelligence, le facteur de créativité, le facteur d'apprentissage aurait été beaucoup plus rapide avec l'anglais. D'ailleurs, j'en ai eu la preuve, c'est que beaucoup plus tard, j'ai souvenir d'une fois, j'avais hébergé un Anglais chez moi. Il parlait pas un mot de français et moi je parlais pas très peu l'anglais. Et on a parlé, mais je sais pas ce qu'on a fait, mais toute la journée on parlait ensemble, on se buvait des thés. Bon, à l'époque je fumais, bon bref, et on se passait une soirée de dingue ensemble. Et au bout d'une semaine, on s'était raconté tout quoi. Et je ne parlais que l'anglais parce qu'il parlait pas un mot de français. Donc, et là je m'étais rendu compte, mais comment t'as fait Paul en une semaine pour apprendre aussi vite à parler en fait comme ça quoi. Mais en fait parce qu'il y avait une stimulation donc très forte. Et c'est ça que je veux dire, c'est que le système de croyance, c'est là que ça commence. Ça commence dans ces associations émotionnelles. Et c'est pour ça que c'est très important. Vous verrez que là où il y a du plaisir, il y a de la performance. Pourquoi? Parce qu'on développe des états d'esprit, des sentiments, et donc par conséquent des comportements, des interactions au niveau conscient, préconscient et inconscient, qui ne sont pas du tout les mêmes quand on est dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'on va parler de fichiers. Donc cet état interne, pour revenir, on parlait la dernière fois l'avant-dernière émission sur ce qui impacte nos états internes, apprendre à être attentif à ce qui est positif, utiliser son corps, redresser son centimètre, etc. Donc travailler son état interne. Ensuite, aller chercher des stimulations qui sont positives en lien avec les domaines dans lesquels on veut réussir. C'est très très important. C'est pour ça que pour développer les croyances positives, c'est développer des sentiments à l'égard de ce que nous vivons. Si ces sentiments sont positifs, eh bien, on va générer de l'intelligence. Si ces sentiments sont négatifs, on va limiter cette intelligence au développement, cette créativité. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on parle d'ascenseur émotionnel. On a un peu parlé la dernière fois. Et il est clair que quand je suis en bas, dans des états internes négatifs, eh bien, j'ai tendance à rentrer dans ce qu'il y a de pire pour moi, c'est la victimisation, la plainte. La plainte, c'est la pire chose qui puisse nous arriver. Pourquoi? Parce que quand on est dans la plainte, on est dans le fait de critiquer un système, soi ou les autres, qui nous limite en fait dans notre développement,
Et on renforce cette idée que c'est pas possible, même sur le plan physique, par exemple, si vous êtes malade ou quoi que ce soit, si vous descendez trop, vous allez perdre en immunité, en système de défense. Sur un plan énergétique, n'en parlons pas, sur un plan émotionnel, n'en parlons pas, etc. Donc on voit que si on descend et qu'on reste... Alors, encore une fois, je dis toujours que l'émotion n'est jamais un problème, hein. On peut être dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, le sentiment de dégoût. Le sentiment n'est jamais un problème. Ce qui était embêtant, c'est le comportement que ça va instaurer. Quand je parle de comportement, ça peut être l'attitude, mais ça peut être aussi les processus de pensée dans lesquels je vais être, ça peut être la manière dont je vais fonctionner, etc. Et du coup, ça va s'ancrer. Ça va s'ancrer parce que, fort de ce sentiment de victimisation, je vais donc justifier le fait que je suis agressé de l'extérieur. Et donc, du coup, ça explique la raison pour laquelle je vais agresser à mon tour. Hein, il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de victime sans bourreau, en fait. Et on rentre dans des principes. Par exemple, quand on regarde, moi j'ai vécu, j'en parlais la dernière fois, dans les cités un peu difficiles, je suis parti un peu en live là, pendant quelques années où j'ai commencé à faire beaucoup de bêtises et évidemment j'étais stimulé par le truc négatif et je vous assure, comme je le disais la dernière fois, brûler un bus ou quoi que ce soit et passer à la radio, c'était valorisant vis-à-vis des copains. Et quand pour nous, un bon week-end, c'était une bonne bagarre à la sortie des boîtes. C'est-à-dire qu'on avait besoin de notre shoot de stimulation négative. Et le problème, c'est qu'on s'habitue à vivre comme ça. Et on dirait que tous ceux qui ne sont pas là-dedans, ils ne sont pas normaux, en fait. Les gens qui parlent que positif, c'est quoi? C'est pas des gens. Du coup, on a besoin, comme on est mal, de s'entourer des gens qui fonctionnent comme ça, et on va devenir des caïds si ça continue comme ça. En fait, tu attires ton pendant, tout simplement. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on va développer une intelligence à la destruction. Et je peux vous dire, on était de plus en plus intelligents pour sortir du système, pour être hors la loi. Et vous savez, ce qui est très curieux, c'est que plus vous êtes hors la loi, plus c'est compliqué, en fait. Quand vous êtes un caïd dans un quartier, à un certain niveau, vous êtes protégé. Parce que vous êtes tellement allé loin dans l'agressivité et la destruction, c'est pour ça qu'on vous reconnaît, on vous reconnaît parce que vous êtes un champion de la destruction. Que du coup, il faut vous protéger, en fait. Il faut avoir des armes sur soi, ça devient très compliqué. Être dans le milieu, c'est très compliqué, être hors la loi, en fait. Et plus on descend, plus c'est compliqué. Mais comme on ne sait pas faire autrement, eh bien, on va préférer ça. C'est dingue, hein, c'est comme ça. Et on voit comment on est capable de se faire la guerre, on est capable de se tirer des obus. Alors, quand on voit ça de loin, on se dit, mais c'est pas possible qu'on en soit sur la planète, à certains endroits, à ce niveau-là. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence à la destruction qui est principalement mobilisée par des sentiments négatifs. Encore une fois, c'est pas le sentiment qui est embêtant, c'est l'intelligence comportementale que ça a développé. Et du coup, les phénomènes de croyance qui vont s'imprimer. Parce que quand vous êtes dans un gang, par exemple, vous croyez vraiment que votre loi, c'est la meilleure, hein, que votre quartier, c'est le meilleur, et que tous ceux qui vont venir, ils n'ont rien à faire là, quoi. Et que tous les autres, c'est des brigands. Que de toute façon, ceux qui ont de l'argent, enfin bon, rien n'est arrivé sans. Vous voyez, il y a toute une vie qui se construit autour de ça, une logique qui se construit autour de ça, un sens de la vie, en fait, qui se construit autour de ça. Et donc, pour moi, c'est vraiment important de comprendre que les sentiments négatifs développent de l'intelligence au fait de développer des lois et des comportements extrêmement négatifs. Et du coup, on va s'habituer à vivre dans la médiocrité, que ce soit au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Et on le voit, on a des jeux psychologiques qui sont très bien construits et on descend comme ça très profondément dans des sous-couches négatives. Et une approche... Comment on s'en sort justement de ça? Alors, comment on s'en sort? Eh bien, la clé, c'est l'amour, c'est-à-dire c'est la reconsidération de soi ou des autres, c'est-à-dire c'est aimer. Et il faut d'abord aimer sur un plan inconditionnel. Comme je disais la dernière fois, cet homme-là qui m'avait, Guy Gilbert, qui est ce fameux prêtre qui, je sais que c'est Loubard, j'en parlais la dernière fois, je vais le redire, c'est un exemple puissant, c'est quand tout d'un coup ce type me reconnaît comme être violent. Voilà, tu peux aller piquer des bagnoles si tu veux, et moi je comprends que tu as de la rage en toi, parce que, etc., il y a des injustices que tu as vécues, c'est OK. Et au fond, je t'aime dans cette dimension, mais je t'invite à une responsabilité, mon pote. Parce que c'est comme ça qu'il m'a parlé, c'est que si tu commences à voler les autres et à détruire ton environnement, c'est ton environnement qui te détruira. Et lui, d'ailleurs, je n'avais pas parlé la dernière fois, mais lui, pour rééduquer les jeunes qu'il a en main, il travaille beaucoup avec les animaux. C'est-à-dire que chaque jeune doit prendre en charge un animal pour justement repasser dans une dimension de construction. Donc il a des cochons, il a des chevaux, à l'époque il avait une girafe, il voulait l'avoir, mais voilà. Et en tout cas c'est très intéressant de voir comment c'est dans cette interaction de reconstruction qu'en fait on va remonter. Et aussi, et j'ai connu moi dans ma vie des moments qui ont été particulièrement difficiles, mais c'est de revenir en permanence sur pourquoi je suis là, c'est quoi qui est important pour moi, vers quoi je veux aller, si ça se passait mieux, ça se passerait comment, quelle énergie intérieure je vais aller chercher pour ça. Enfin c'est tout ce qu'on est en train de découvrir ensemble à travers ces émissions. Alors évidemment, c'est des petits bouts. Après, il faut venir l'intégrer plus en formation parce que c'est quelque chose qui... Il ne suffit pas d'écouter un audio ou de regarder une vidéo. Il faut après venir s'entraîner, hein, bien sûr. Mais voilà, une fois qu'on a quand même compris, il y a des choses auxquelles on peut porter de l'attention.
y compris chez soi, avec ses enfants et avec son environnement. Et pour remonter, j'ai envie de dire, c'est revaloriser. Mm. Si vous avez un conflit avec votre grand-mère ou avec votre mère ou avec votre fils ou avec je sais pas quoi, arrêtez de défendre votre point de vue en critiquant l'autre. Mm. Commencez par aller rechercher peut-être une chose parmi 100, mais qui est moins pire que les autres, voire que vous admirez. Ça peut être, je sais pas, le sourire que la personne a eu à un moment donné. Et allez la voir et lui dites, tu sais maman, tu sais papa, tu sais mon fils, tu sais que ça, malgré toute la difficulté, les contraintes et les moments, etc. Mais il y a une chose que j'apprécie chez toi, quand tu me le montres, Mm. Ryan, c'est telle chose-là. Voilà. Mm. Et pour ça, je veux te dire merci. Voilà. Mm. Et c'était remettre le focus sur ce qu'on apprécie. Parce que Mm. c'est incroyable comment on peut redévelopper. Et après, pour retravailler moi avec les jeunes, c'est incroyable, j'accompagne énormément de jeunes dans les séminaires. Et c'est comme ça qu'on les transforme. Ce qui est fort avec les jeunes, c'est que le cerveau est un peu moins programmé que pour quelqu'un qui a 50, qui a 50 années. Quoi. C'est plus rapide en fait à transformer. Et puis en plus, la société évoluant se transforme de plus en plus. Et c'est ça qui est puissant. Pourquoi? Parce qu'on va, grâce à des messages qui ont été forts, donner la permission d'exister, la permission d'agir autrement, la permission de réussir, et que même si on n'a pas réussi, c'est pas parce qu'on n'a pas réussi qu'on n'a pas le potentiel Mm. qui est dans. Donc c'est vraiment l'amour. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot qui est la source la plus importante de transformation, et c'est cette faculté. Il n'y a pas moins d'amour dans les quartiers Ouais. difficiles, mais elle est beaucoup moins exprimée. Il n'y a pas moins d'amour. Les gens qui s'engueulent tout le temps n'ont pas moins besoin d'amour, mais ils n'ont pas appris à mettre la bonne forme. Mm. C'est comme les gens qui n'ont pas d'argent, ils n'ont pas appris à mettre la forme pour gagner. Il y a de l'argent partout, mais il faut savoir aller chercher. C'est comme le type qui a jamais appris à cuisiner. Il y a des processus pour apprendre à faire une pizza. Hein. Ben, il y a des processus pour gagner de l'argent. C'est pas une affaire de je peux pas. C'est une affaire de est-ce que j'ai appris à le faire ou pas? Mm. Est-ce que j'ai appris ça? Bon, on peut faire, par exemple, quand on fait de la PNL, on prépare les gens émotionnellement pour des examens, des choses comme ça. Mais derrière, il faut qu'ils aient intégré des processus. On peut faciliter l'apprentissage des processus, mais c'est tout. Donc, je crois que ce qui était important, et c'est là où on a un gap d'intervention important, hein, c'est-à-dire une possibilité, un champ très important d'intervention, c'est la revalorisation. Mm. Donc, vraiment, je dirais, si vous êtes malade, revalorisez, mettez le focus sur ce qui va bien. Si vous êtes fatigué, mettez le focus sur ce qui va bien. Si, au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau spirituel, remettre de la valeur sur les choses, remettre le focus sur ce qui fonctionne. Sortir vraiment des phénomènes de culpabilité, entrer dans les phénomènes de valorisation. Sortir du du tu qui tue, TUE, Mm. la relation, par le je, voilà ce que je propose. Sortir de la critique pour aller vers la solution. C'est pour ça qu'on a parlé d'attention la dernière fois. Avant ça. Et c'est comme ça qu'on va transformer. Une réunion. Ouais, il y a un truc qui est génial, qu'on fait dans les séminaires, et qui est super parce que ça montre à quel point les systèmes de croyances vont très très vite s'installer. On prend des groupes de 4 ou 5 personnes. Vous pouvez faire ça. Hein. Vous Mm. avez A, B, C, D, par exemple. Et A va commencer. Donc B va lui donner une marque d'attention positive. C va lui donner une attention positive. D va lui donner une marque d'attention, etc. Et en plus, ils font ça avec des gens qui ne connaissent pas. Mm. Grande salle. Et ben, au début, les gens sont un peu, oula, qu'est-ce que je vais dire? Puis finalement, très vite, ils se rendent compte qu'ils ont toujours quelque chose à dire pour autant qu'ils se mettent en contact de cœur avec la Mm. personne. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est quand on fait 2, 3, 4, 5, 6 tours, il y a une énergie qui se construit dans le groupe, mais qui est une énergie de dingue. Mm. Et certains me disent, mais ça fait 10 minutes qu'on est ensemble, j'ai l'impression que j'ai un rapport avec toi qui est plus chaleureux qu'avec des gens que je Mm. connais depuis 20 ans. Mais ce n'est pas lié au temps, c'est lié au process, à la modalité avec laquelle ils ont communiqué. Si maintenant, imaginez que je fasse ça en focalisant les gens sur les choses négatives, Mm. eh ben, on vient de découvrir en quelques minutes, à travers ce processus, ce qui va amener les gens dans de la croissance, les gens, les couples, les équipes, les organisations, enfin tout le monde, quoi, ou dans la. Donc, c'est vraiment une affaire d'interaction positive ou négative, et cette interaction, elle va se construire intérieurement. Il faut savoir que les perceptions entraînent nos sentiments, ça c'est le monde interne, mais le sentiment interne va générer, va interagir sur mon comportement. Si j'ai des pensées positives, parce que j'évalue les choses de manière beaucoup plus positive vis-à-vis de moi, des autres et du monde, automatiquement, je vais être dans des ressentis Mm. différents. Des ressentis, des ressources, donc un potentiel plus grand, etc. Parce que je le reconnais. Même si j'ai échoué, je reconnais que j'ai en moi le potentiel pour le faire. Tous ceux qui réussissent font ça. Mm. Et ils n'arrêtent pas. Même si on leur dit non, ils disent bah, moi j'ai le potentiel, c'est quelque chose qui m'anime, je vais le faire et le refaire et le refaire et le refaire. Et je ne vais pas lâcher le morceau. Et donc ça veut bien dire que ce sentiment interne, il conditionne le comportement. Mm. Les gens qui lâchent parce qu'intérieurement, ils pensent que c'est plus possible. C'est ça qui fait la différence. Est-ce que le fait justement de voir, de percevoir les choses différemment peuvent mettre en mal des croyances qui sont limitantes? Ah bah bien sûr. Si tout d'un coup, moi je le vois dans les groupes,
à partir du moment où les gens reçoivent des messages positifs fortement, émotionnellement, même si eux-mêmes étaient dans les messages négatifs, ils finissent par douter de leurs messages. Bruno Lallemand, là, que j'écoutais encore une fois sur Radio Bien-être, que tu as interviewé d'ailleurs, Ouais. il disait une chose qui est très juste. Il disait, et parce que lui-même le fait, il disait, quand les gens ont perte de confiance, je leur demande de dire pourquoi ils ont véritablement, Mm. ils se dévalorisent. Pourquoi ils n'ont pas confiance en eux. Et en fait, il disait très justement, et je pourrais dire exactement la même chose, mais en fait, on se raconte que des histoires, il n'y a rien qui prouve que j'ai pas le potentiel. Rien. Mm. Les gens qui n'ont pas confiance, ils font une évaluation immédiate des choses. Alors pour alimenter ça, ils vont se comparer à plus grand qu'eux. Mais pas dans le sens de l'inspiration, dans le sens de la dévalorisation. Ah là là, je pourrais jamais. Donc on voit que c'est vraiment une affaire d'évaluation qui conditionne le sentiment. C'est pas que des histoires qu'on se raconte, c'est vraiment une vie qu'on est en train de vivre de manière différente. Et cet état interne, il va évidemment complètement conditionner nos comportements. Nos comportements, c'est-à-dire notre attitude. Quand vous souriez, ça a l'air de rien, mais vous changez votre comportement. Mm. Vous faites la tête, ça a l'air de rien, mais vous changez votre comportement. Et à comportement donné, on a évidemment un feedback, une réaction, un résultat qui est différent. Cause-effet. Mm. Si vous voulez changer le monde extérieur, il faut changer les comportements pour avoir des résultats différents. En d'autres termes, si je veux faire de meilleures pizzas, il faut que je change la manière dont je les fais. Mm. Puisque je disais, je crois précédemment, mais quand j'ai un problème, que ce soit un problème d'argent, de communication, le problème n'est jamais dans le résultat, il est dans le comportement qui conditionne ça. Sauf que il suffit pas de changer le comportement, il faut changer impérativement l'état interne qui est sous-jacent. Parce que si j'ai appris à communiquer, à poser des questions, mais que je ne suis pas dans un état interne de véritablement comprendre, faire un état de curiosité à l'égard de l'autre, ben, je peux toujours reformuler, mais si c'est toujours pour faire plus de ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire convaincre l'autre avec mes arguments, j'ai oublié d'être véritablement dans l'écoute. Mm. Mais en fait, quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute, c'est qu'il est curieux de la différence. Donc, si je connecte davantage le sentiment, il est le sous-jacent du comportement. Et c'est ce qu'on voit dans les croyances. Donc, les croyances, c'est, si j'avais 4 bulles à faire, j'aurais mis en haut les bulles des pensées qui entraînent nos sentiments, qui vont conditionner nos comportements et enfin nos résultats. C'est-à-dire l'évaluation dans laquelle on est. Et ces résultats, ils vont conditionner encore une fois l'interprétation qu'on va donner à Ça fait soi-même. une boucle. Et on a une boucle. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un facteur très rapide. En fait, je me suis retrouvé en maths, j'ai mal vécu parce que, je sais pas, je me suis pas senti considéré ou quoi que ce soit. Du coup, j'éprouve des difficultés. Et le résultat, c'est qu'effectivement, j'y arrive pas, c'est Mm. dur. Du coup, je sens que c'est pas fait pour moi. Mais comme ça recommence, et là, je suis en train de créer, en fait, un schéma au niveau interne, c'est-à-dire qu'il est en train de s'inscrire dans mon système émotionnel, ce qu'on appellera un fichier, c'est-à-dire une expérience négative. Si elle est de faible intensité, elle ne va pas coûter très cher, mais si elle est de forte intensité, elle va coûter cher. Ce qu'on va appeler une croyance, qui est directement liée à l'intensité. Alors, je peux avoir une très mauvaise expérience qui émotionnellement est très forte. Du coup, je dirais ça, plus jamais, c'est fini. Soit j'ai une accumulation de petites expériences négatives. Ce qui veut dire que, encore une fois, si on revenait sur les marques d'attention, on voit à quel point l'impact d'un propos qu'on va tenir à la personne, Mm. l'impact émotionnel, va conditionner le système de croyance qui va derrière. On va appeler ça des fichiers négatifs, c'est-à-dire des croyances limitantes, et qui fait que 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, quand je vais retrouver un des éléments qui était en lien avec le fichier d'avant, par exemple, si j'étais pas bon en maths quand j'étais Ouais. enfant, et qu'on m'a obligé à faire des maths, qu'on m'a puni en faisant des maths, etc., j'ai emmagasiné des sentiments négatifs, et même 20 ans après, 30 ans après, quand mes enfants me demandent d'aller faire des maths, il faut vraiment qu'ils me motivent à le faire pour y aller, parce que automatiquement, j'ai mon Ouais. vieux fichier qui me fera dire, oh, mais moi, les maths, ça n'a pas été mon truc. Mm. Si au contraire j'étais énormément stimulé par ça, le seul fait même de l'idée de refaire des maths, ça va m'intéresser, ça va me stimuler. Donc, perception, évaluation interne, sentiments différents, qui va engendrer des comportements et par définition, par conséquent, des résultats différents. Donc, on voit combien le système de croyance va ensuite complètement conditionner ma vie, mes choix. Alors, il y a deux choses il nous reste Il reste 4 minutes. 4 minutes. Alors, c'est très bien pour aller plus loin encore sur comment se forge le système de croyance, par nos expériences. Positives, on va appeler ça les fichiers verts, négatives, les fichiers rouges. Et donc, si on a emmagasiné des fichiers négatifs, du coup, nos croyances vont être plutôt pauvres. Si elles sont plutôt positives, plutôt riches. Si, par exemple, à chaque fois que dans ma famille, on a parlé d'argent, c'était source de conflits, de difficultés, j'ai même pas besoin de m'en rappeler. Parce que pour faire une évaluation en termes de bien ou mal, je m'appuie sur des références. Ouais. Mais je peux évaluer sans avoir le souvenir des références.
Ah, par exemple, je vais dire que l'argent c'est bien ou pas bien en fonction de mes références. Je vais dire que, je sais pas, moi, la santé c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ou important ou pas important en fonction de mes références. Mm. Je vais dire que échanger avec qualité c'est important ou pas en fonction de mes références. Écouter c'est important ou pas en fonction de mes références. Gagner de l'argent ou faire du sport ou manger correctement c'est important ou pas en fonction de mes références. Mais l'évaluation que je fais, elle est complètement conditionnée par mes références. Mm. Sauf qu'au moment où j'évalue, j'ai pas conscience de la référence. Ce qui veut dire que si j'ai l'habitude d'avoir des sentiments négatifs à mon égard, parce que j'ai le sentiment d'avoir échoué un certain nombre de fois dans un domaine, bah, automatiquement, quand je suis confronté au domaine, j'ai un sentiment négatif qui revient, mais je ne me souviens absolument pas des références. Mm. Je dirais, bah, je le sens pas, j'y crois pas, je crois que je suis pas capable, ah mais non, ça je pourrais jamais le faire. Évidemment, j'ai jamais fait. Quand on demande aux gens de parler en public pour la première fois, de parler dans une caméra, bah, ils commencent par dire, oula, j'ai jamais fait ça. Ouais. Position de recul, d'insécurité. Mais pourquoi? Pourtant, ils ont tout le potentiel. Simplement, ils n'ont pas appris à le faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore soit le savoir-faire, mais ils n'ont pas encore expérimenté émotionnellement la possibilité de le faire. Par exemple, c'est très intéressant de voir que la peur la plus répandue dans le monde, on vient de découvrir ça, je disais ça sur un document de chercheur, là, il paraît que c'est pas la peur de mourir, il paraît que c'est la peur de s'adresser à un inconnu. Ouais. Et alors, ils ont cherché, ils se sont dit, mais pourquoi? Et en fait, on vient de se rendre compte que c'est parce qu'émotionnellement, je suis dans une zone qui n'est pas connue. Ce qui veut dire que si j'arrive dans une salle où il y a 50 personnes, s'il y a deux personnes que je connais bien, vers qui je vais? Bah, Dans les surtout si personnes. j'ai un truc à demander, Mm. vers les deux personnes que je connais bien. Vers quelle place j'aurais tendance à me rasseoir si je rentre pour la deuxième ou la troisième fois dans la salle? Au même endroit. Mm. C'est pourquoi? Parce que notre terrain, et c'est justement grâce à nos automatismes, pour éviter d'avoir à réapprendre à chaque fois, eh ben, adore les zones qu'on connaît bien. Et on sait bien, hein, le cerveau, ça fait partie des systèmes de croyance, va préférer un inconfort connu qu'un confort Ouais. plus élevé pas connu. Mm. Voilà, tout ça, on voit à quel point le système émotionnel, en fait, il est très puissant. Quand je demande à deux personnes, par exemple, lui aime fumer de temps en temps une cigarette, l'autre pas du tout, et en aucun cas n'en allumera une. Je les mets sur scène. Je demande à l'une, tiens, cigarette égale quoi? Bah, si c'est le plaisir, ah bah, plaisir, Ouais. détente, après le repas, plus. Tiens, mesdames. Et on voit comment la construction du cerveau, grâce au phénomène émotionnel, va évaluer la cigarette comme quelque chose de bon, quelque chose qui me détend, quelque Mm. chose qui me permet d'être socialement plus en contact avec les autres. Enfin, il y a des tas de trucs. Et en plus, il n'y a pas que du faux là-dedans, il y a beaucoup de Mm. vrai. Quand je demande à la personne qui, aucun cas, elle me dit, oula, jamais, je trouve ça horrible, ça me fait Ça vomir. fait cancer, blabla. On voit que c'est vraiment ce que nous on va appeler après plus loin l'ancrage, hein, qui conditionne la perception, donc le système de croyance. Après, si je demande à la personne qui, euh, Qui fume. qui fume de lui dire, tiens, mais au fait, est-ce que tu as conscience que quand tu fumes, pour tes petites alvéoles pulmonaires, c'est juste une catastrophe? Ah ben oui, c'est bien, mais enfin bon, voilà, je fume pas trop, je fais pas. Et là, on va voir comment le système émotionnel, en fait, va complètement atténuer Ouais. le sens du danger qui est pourtant réel. Pourtant, la tête, c'est comprendre ça. Mais c'est quand même le système émotionnel qui tient. Ça, c'est de la croyance. Si vous allez voir la personne qui fume et que vous lui dites, tiens, tu sais, tu entends une Qui fume pas. cigarette, vécue comme quelque chose de très agréable, ah oui, mais moi jamais. Donc on voit à quel point, c'est ça le phénomène de croyance. Vous voyez, c'est que quand je crois à quelque chose, c'est une réalité vécue, on en parlera pas mal dans la communication, notamment dans l'amélioration de la relation, parce qu'on va voir que quand on défend une idée, en fait, on défend la croyance, dit autrement, le sentiment qu'on a à l'égard de l'idée, et que le sentiment est toujours vrai. Et tant que j'ai pas reconnu ce sentiment, valorisé ce sentiment, c'est très difficile de faire évoluer la personne. Parce qu'elle va se rattacher en fait à ce pilier, un peu comme les quatre pieds d'une chaise, quoi. Ben, il va falloir que j'appuie beaucoup et valorise les quatre piliers pour pouvoir Mm. changer les trois piliers pour en changer le quatrième, quoi. Mm. Voilà. Donc c'est ça les croyances. Et je dirais pour finir qu'elles vont évoluer sur deux champs importants. C'est le champ de mon importance sur le plan inconditionnel, ce que nous on va appeler des valeurs de finalité, des valeurs émotionnelles. Ça touche les valeurs inconditionnelles, ce qui va au fond toucher mon identité ou mon important. Par exemple, je vais réaliser que c'est important de partager avec mes enfants, c'est important de prendre soin de moi, c'est important de manger avec conscience, c'est important d'être attentif à mon argent, c'est important d'être attentif. Voilà. Ça, c'est des importances, ça va donc définir le système de valeurs, ce à quoi je vais attribuer de la valeur. Et puis derrière vont se constituer des règles, c'est-à-dire des comportements, des cadres de référence où on va dire, bah, puisque par exemple la valeur santé est devenue importante, et bien aujourd'hui j'ai des règles différentes par rapport à mon alimentation, par rapport à mon sport, par rapport à la manière de m'exprimer avec mes conjoints ou avec mes enfants, etc. Donc on va voir qu'il y a un lien direct entre le système de valeurs, ce qu'on va appeler des valeurs de finalité, et ce qu'on va appeler des valeurs de moyens. C'est-à-dire, par exemple, c'est important pour moi de faire du sport, c'est important pour moi de lire, c'est important pour moi d'apprendre, c'est important pour moi de faire de la radio, c'est important pour moi. Ça, ce sont des valeurs de moyens,
hein, donc, où je vais être dans le faire, ou d'avoir des beaux meubles, d'avoir un bon micro, d'avoir un bon matériel. Ça sont des valeurs de moyens qui sont très importantes, c'est à valoriser. Et puis on a des valeurs plus de finalité qui sont liées à ce que nous sommes et à ce que nous partageons. Hein, par exemple, c'est important pour moi dans ma vie, ce qui est très important, bah, c'est le sentiment de présence, d'ouverture, c'est le sentiment d'être porté par des projets qui m'animent, c'est le fait de pouvoir partager, de pouvoir transmettre. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes, de pouvoir aimer. Voilà. Donc, une fois qu'elles sont repassées en valeurs très importantes, ensuite, elles vont conditionner, du coup, des comportements. Et c'est ce qu'on verra un peu plus loin. C'est important non seulement d'être au clair sur ces valeurs en termes de finalité, puis après, de faire le point sur les attitudes que nous avons à l'égard des valeurs que nous défendons. Sachant que la valeur de finalité prend toujours le dessus Oui. sur les comportements. Si par exemple, pour moi, c'est très important de respecter les places de parking, parce que c'est une valeur que j'attribue au fait de respecter les personnes qui sont en mobilité réduite, et ben, du coup, je ne prendrai pas une place de parking. Sauf que si c'est une urgence très importante, ben, du coup, pour une urgence plus élevée, pour une valeur plus élevée, je ferai ma règle. Comme je changerai mon alimentation pour une valeur élevée, je changerai ma manière de communiquer pour une valeur élevée, je changerai ma manière de travailler, je changerai ma manière de gérer mon temps, je changerai. Voilà, c'est pour ça que les valeurs sont des leviers extrêmement puissants dans le système de croyance, parce que ce sont des boussoles très très importantes pour conditionner nos nouveaux comportements. Voilà, on y Paul. revient d'ailleurs là-dessus à la fin. Je crois qu'on arrive au terme. Ah oui, oui, on a même carrément dépassé. Là, c'est la folie. Mais bon, c'est super bon. Paul, merci Excusez-moi beaucoup. pour le temps. Non, c'est très correct. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite une plage de musique entre les émissions et c'est vraiment voulu parce que on peut pas couper Paul Pironnet, surtout quand c'est super intéressant comme ce que tu partages. Merci. Paul, on va arrêter là. Pour les personnes qui nous écoutent, si vous avez raté le début, ben voilà, il y a le bouton réécoute. Sinon, vous pouvez aller sur la web télé. Les émissions sont en diffusion là-dessus. On se revoit donc le mois prochain, Paul, avec le thème Les ancrages, être acteur de ses émotions. On Voilà. en a un Donc petit là, on peu parle vraiment parlé. des processus pour agir sur la transformation de nos fichiers, nos émotions, la prochaine fois. Donc voilà, ça va être un beau moment aussi. Paul, merci encore. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Bye bye.